Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission, Les Grands Défis. Le grand défi, aujourd'hui, nous abordons les défis de la réforme pénitentiaire en République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Maître Désiré Simbi. Il est le président du groupe d'experts en matière pénitentiaire de la République démocratique du Congo. Maître Désiré, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Gustave, nous sommes là pour vous. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre 2023. Et parce que nous parlons de la réforme pénitentiaire, je rappelle que l'ordonnance loi numéro 344 du 17 septembre 1965 totalise jour pour jour 58 ans. Alors, est-ce que vous avez une appréhension à faire par rapport à cette ordonnance qui a vécu et qui continue, qui est en vigueur 58 ans après? Oui, merci beaucoup. Au fait, c'est ça notre quotidien, notre Bible. Nous qui parlons pénitentiaire en RDC, l'ordonnance 344, c'est comme la Bible. Et vous allez suivre tous ceux qui sont dans cette administration depuis des années, ceux qui travaillent dans des prisons depuis des années, ils vont vous parler ordonnance 344. Même s'ils ne connaissent pas la suite, au moins ils connaissent cela, ordonnance 344. C'est vrai. C'est depuis 1965, mais entrée en vigueur en 1966, cette ordonnance existe encore jusqu'à présent. Parce que ce n'est pas encore abrogé, il n'y a pas eu de modification, cette ordonnance loi reste telle. Le problème, c'est son application. C'est que, vieille qu'elle soit, n'est pas d'abord appliquée par cette administration pénitentiaire existante aujourd'hui, qui a beaucoup de problèmes, mais qui aussi, parmi ces problèmes, c'est la non-application de cette ordonnance. Quand vous dites qu'elle n'est pas appliquée 58 ans après, vous ne pouvez pas nuancer pour dire, par exemple, s'il y a quelques articles qui sont en application et d'autres... Bien sûr, je voudrais dire qu'elle n'est pas appliquée comme il le faut, dès lors qu'on comprend d'abord sur la structure de l'administration pénitentiaire. Nous savons que au niveau central, il y a un directeur des services pénitentiaires et en province, on devait avoir une section d'administration pénitentiaire qui gère les institutions au niveau provincial et qui n'existait pas, diluée par la division provinciale de la justice. Ça, c'est un élément, par exemple, de la non-application. Mais aussi, lorsque vous voyez la définition ou la typologie des établissements pénitentiaires, les prisons centrales qui doivent recevoir des condamnés, aujourd'hui nous avons un mélange. Aujourd'hui nous n'avons pas de maisons d'arrêt, alors que cette ordonnance prévoit une typologie qu'on appelle maison d'arrêt qui devait être annexée sur des prisons centrales. C'est autant d'éléments qui ne sont pas appliqués. Alors, donc, comme je le disais, il y a la non-application. Vous qui êtes expert dans cette matière pénitentiaire, je voudrais que vous soyez un peu plus clair pour nous dire quels sont les points forts de cette ordonnance loi 344, parce qu'elle est encore en vigueur, et quels sont les points faibles. Nous allons peut-être évaluer pour voir est-ce qu'il faut l'améliorer, il faut la modifier, ou il faut, au jour d'aujourd'hui, vu l'évolution dans les domaines pénitentiaires, carrément l'abolir et la remplacer par une autre loi. Et donc, quels sont les points forts de cette ordonnance-loi, plutôt que de cette ordonnance présidentielle, et quels sont les points faibles? Merci. Au fait, si vous lisez bien l'ordonnance 344, les points forts se trouvent d'abord à la structuration ou à la typologie des établissements pénitentiaires déjà en 1965.
Là, comme j'ai souligné, des prisons pour recevoir des détenus condamnés, des maisons d'arrêt qui reçoivent des personnes qui attendent des décisions judiciaires. Il y a des camps de détention où on devait envoyer des détenus condamnés à de longues peines pour le travail pénitentiaire, mais aussi pour quelques activités de production pénitentiaire. Et à côté, vous allez voir que on a prévu toute une structure, prison centrale, prison de district, etc., sur la structure. Mais il faut voir aussi au niveau des droits des détenus. Dans cette loi, vous trouvez que les garanties judiciaires sont là, notamment la possibilité de suivre son dossier en étant détenu. Il y a la possibilité, il y a le droit à l'alimentation. Lorsque vous lisez l'article 61 et 62, vous allez trouver l'alimentation et surtout 3 repas. Là, vous êtes en train de montrer les points forts de cette ordonnance. Oui, ça, ce sont des garanties. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. 3 nourritures, 3 repas par jour par détenu. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de ça? Donc, il y a autant de forces, et je vous ai dit par rapport aux soins de santé, l'article 60 lance déjà le principe que le détenu a droit d'accès aux soins de santé dans l'infirmerie qui se trouve au niveau de la prison, et que en cas de besoin de soins spécifiques, il a droit d'être transféré dans un hôpital avec spécificité. Mais aussi, pour garantir tout ça, il y a le contrôle, l'inspection qui est prévue, et à tous les niveaux, non seulement le contrôle des autorités judiciaires. Ici, il faut demander combien de fois les autorités judiciaires vont en inspection des lieux de détention, ce qui constitue une garantie de leurs droits. Mais aussi, au-delà de tout, l'ordonnance prévoit même des visites ou des contrôles du gouverneur de la province et des autres autorités administratives. Ce qui permettrait qu'on ne pouvait pas trouver des erreurs au niveau des prisons, parce que toutes les autorités devaient passer pour faire leur contrôle de routine, ce qui permettrait moins de violations au niveau des détentions. Ce sont des points forts que l'on doit reconnaître à cette ordonnance si on l'appliquait à la lettre. D'accord. Mais d'autre part... Alors, dans ce que vous venez de dire, j'ai retenu qu'il y a une distinction entre la prison, la maison d'arrêt et le camp d'arrêt. Le camp d'arrêt des détenus. Exactement. Est-ce que vous pouvez... Nous avons justement donné cette typologie pour vous démontrer que donc les maisons d'arrêt, c'est là où on met des personnes qui sont arrêtées, qui sont à la disposition du parquet ou du tribunal, en attendant que l'on puisse avoir une décision définitive qu'on appelle le jugement. Donc, là, ce sont des maisons d'arrêt. L'on met la main sur un individu. Oui. On l'amène devant l'OPJ. Oui. Et là où on doit les garder, s'il y a nécessité, c'est dans une maison d'arrêt. Oui, là, il faut distinguer maintenant. Parce qu'au niveau de la chaîne pénale, la police judiciaire, c'est de l'autre côté où nous avons la garde à vue. Ouais. La garde à vue ou les cachots qui ne dépassent pas 48 heures. Ouais. Là, c'est en dehors de l'administration pénitentiaire. Le système congolais commence l'administration pénitentiaire au moment où la personne se trouve devant une autorité judiciaire dans la structure traditionnelle du droit, c'est-à-dire le parquet. C'est à partir de là que l'administration pénitentiaire commence, parce qu'il pose des actes de détention, pas des actes d'arrestation. Ouais. Donc, c'est comme je disais, donc, la personne, lorsqu'elle est encore sous main du parquet ou devant la juridiction, mais sans avoir eu la décision définitive, qu'on appelle jugement ou arrêt, là, la personne est au niveau de la maison d'arrêt. Et lorsque la personne est condamnée, voilà maintenant que la personne peut maintenant aller dans une prison, conformément à cette définition de la structure. Ouais. Et les personnes qui sont là, ce sont des personnes qui sont condamnées à toute peine jusqu'à la peine la plus grave. Et maintenant, qui partent maintenant dans les camps de détention, ce sont les personnes d'abord condamnées. Deuxièmement, dans l'entendement de l'ordonnance 344, ce sont des personnes qui sont condamnées à des lourdes peines.
Et lorsque vous allez dans des maisons, dans des camps de détention, vous allez trouver, par exemple à Nyongera, vous pouvez arriver, on écrit des détenus de longue peine, 5 ans et plus. Donc on ne pouvait pas aussi retrouver des personnes de moins de 5 ans de condamnation dans un camp de détention. On dit de longue peine parce que ce sont des personnes qui sont appelées au travail. Ils oublient parce qu'ils feront longtemps en détention, ils ne peuvent pas rester en oisiveté là-bas. Donc comme nous disons aujourd'hui, il y a le terme qui est usité brutalement, que les détenus ne doivent pas rester en divagation, en train seulement de parler, de faire n'importe quoi, ils doivent être occupés. Et que donc, les camps de détention devaient servir pour encadrer ces détenus, que pendant son séjour, ils puissent se produire. Et souvent, c'était la production dans les champs. Il y avait aussi des ateliers. Kanyamaka CC, bon, Kanyamaka CC, c'est une autre forme plutôt de réinsertion sociale. C'est une forme de réinsertion, mais c'est une forme de réinsertion qui ne rentre pas dans l'administration pénitentiaire. D'accord, mais ça peut s'appeler camp de détention. Bon, non, ça peut s'appeler peut-être camp de réinsertion, mais pas de détention, parce que ils ne sont pas en détention parce qu'ils ne sont ni condamnés ni prévenus. Okay. Cette forme peut rentrer peut-être dans la gestion de la criminalité urbaine, etc., dans le cadre de la protection sociale, et l'État peut arrêter des personnes, tout ça. Il y a toute une procédure. Je ne suis pas informé de la procédure qui a été utilisée pour ce cas-là, mais voilà. Mais pour la détention, le camp de détention sont ces personnes condamnées à des longues peines et qui sont donc appelées à produire. Ils sont dans des champs, dans des ateliers, menuiseries, etc. Des prisonniers ou des détenus les plus dangereux, comme on l'entend dire. Le mot dangereux vient maintenant dans ce qu'on appelle la classification des détenus. Dans la classification des détenus, justement, vous allez trouver des détenus qui sont peut-être au premier forfait, mais il y a aussi d'autres qui sont peut-être en cas de récidive, même de 2, 3 cas de récidive, etc. Mais aussi, il y a des gens qui sont même au premier coup, mais même en détention, ils sont plus dangereux, brutaux, etc. Donc, il y a toute une classification et des éléments. Et ces gens-là doivent être envoyés au camp de détention. Et pas nécessairement. Parce que dans les prisons, ils risquent de causer beaucoup plus de forfaits au niveau Je vais vous dire que dans des camps de détention, on applique les régimes de semi-liberté. Semi-liberté parce que dans les camps de détention, il n'y a pas de clôture. Vous allez trouver à Nyongera et même à Luzumu, il n'y avait pas de clôture avant, c'est dernièrement, je ne sais pas par quelle magie on a mis la clôture. Mais aussi si vous allez à Osio, vous n'allez pas trouver une clôture. Parce que ce sont des personnes qui sont condamnées à de longues peines et notamment leur placement en principe devait se faire en dehors de leur milieu ordinaire, loin de leur résidence, pour ne pas les inciter à l'évasion. Et que donc c'est un principe de semi-liberté, là où ils pouvaient aller au champ, ils terminent le champ, ils rentrent dans leur cellule, ils font la propreté, etc. Mais aussi ils pouvaient aller faire le football, ils peuvent faire des activités culturelles. C'est un régime semi-liberté. Alors que le plus dangereux, parce qu'on craint qu'il puisse causer peut-être d'autres faits, d'autres dégâts sur des co-détenus ou même sur le bâtiment. Il y a d'autres qui peuvent même casser les bâtiments. Et ils ont un régime plus particulier, et notamment de détention en cellule et d'autres méthodes de déradicalisation. Voilà un peu le régime qui doit être appliqué. Donc, là, c'est parmi les points forts de l'ordonnance. Exact. De l'ordonnance 344 de 1965. Exactement. Alors, les faiblesses, parce que vous avez, des faiblesses au début ici, vous voulez directement que la loi soit... Exactement, parce que... Alors qu'il y a des bonnes choses. Parce que d'abord, le premier problème se trouve au niveau même de l'écriture de l'ordonnance. C'est que nous avons vécu à l'époque, il y a des villes qui ont changé de nom, etc. Nous sommes ici à Kinshasa, qui n'est pas Léopoldville, qui sont repris là-bas. Lorsqu'on parle de la gendarmerie, notamment aux articles 21-22, vous allez trouver que la gendarmerie devait aider la police aussi pour la surveillance
dans des prisons où on n'avait pas de surveillance suffisante, on pouvait ajouter soit des policiers ou des gendarmes. Nous n'avons plus de gendarmes aujourd'hui. Donc, il y a assez de termes qui ne peuvent plus être utilisés aujourd'hui et qui rendent pratiquement difficile son application. Mais il faut avoir aussi que les problèmes pénitentiaires ou de prison, c'est un phénomène dynamique. De 65 à aujourd'hui, les phénomènes se sont développés, les modes de gestion se sont développés et qu'il faut donc changer les modes qui sont prévus dans cette ordonnance et pour aller vers la réinsertion. Lorsqu'on a élaboré cette ordonnance, nous étions encore à l'époque d'une mentalité ou d'un système pénitentiaire d'enfermement hermétique, d'enfermer les détenus comme, je ne sais pas, des sous-êtres humains, n'est-ce pas? Mais la progression des droits humains, la progression aussi du phénomène pénitentiaire, aujourd'hui, nous avons la tendance d'aller plus vers la réinsertion sociale. Nous sommes en train d'aller vers l'humanisation du détenu. Et que donc, il y a des mots comme gardien. Comme responsable de l'établissement pénitentiaire, c'est le gardien dans le document. Et aujourd'hui, si vous parlez des gardiens, lorsque nous sommes dans des conférences internationales, on se demande c'est quel gardien, c'est gardien de chèvre ou de quoi. De sorte que ça peut démontrer même le caractère brutal qui était à l'époque ou le caractère sauvage. Et aujourd'hui, donc, il faut que l'on puisse quand même dire que c'est les directeurs de prison. Donc, la réforme dont vous estimez être possible, c'est juste au niveau des termes. Lorsqu'on change les termes gardien en directeur, vous pensez qu'il y a une évolution ou les contenus doivent aussi être modifiés? Nous avons justement souligné que cet aspect est même au niveau des règlements d'ordre intérieur. Aujourd'hui, on ne peut plus encore, il y a des mesures avec les règles Mandela, avec la coutume internationale en matière de bonnes pratiques dans le domaine pénitentiaire. Il y a des pratiques que l'on ne peut plus utiliser aujourd'hui, notamment les bastonnades. On ne peut pas utiliser des menottes. Le détenu ne peut pas être en détention et encore menotté en détention. La durée pour des punitions aux détenus qui ont des mauvais comportements en détention, leur mise en cellule individuelle est limitée. Donc c'est autant de choses qu'il faut changer pour que l'on puisse humaniser la vie du détenu et la gestion des établissements pénitentiaires. Lorsque l'ordonnance prévoit 3 nourritures par jour pour un détenu, vous pensez que cette ordonnance n'a pas respecté les droits de l'homme? Il faut carrément l'abolir? Oui, souvent. Ou dans la nouvelle loi que vous pensez proposer, vous avez proposé au lieu de 5, c'est plutôt 3 nourritures, vous avez proposé 5, 6? Bon, je pense que cet élément, j'ai souligné d'abord comme une force. Ouais. Comme une force parce que on est allé au-delà même de la personne qui est en liberté. Aujourd'hui, peut-être même ceux qui ne sont pas en détention mangent difficilement 3 fois. Donc, c'était parmi les forces de cette ordonnance. Aujourd'hui, aussi, les gens pensent que le détenu, c'est manger. Ce n'est pas le manger. Il y a même son état psychologique qu'il faut gérer. Dès lors qu'on vous met dans un isolement comme ça, loin de votre famille, vous avez votre business, vous avez des amis que vous rencontrez à 16 heures, vous ne les rencontrez plus. Vous vous imaginez comment les enfants vivent à la maison alors que vous vivez autour du jour. Ce sont d'autres aspects qu'il faut gérer. Donc, les détenus, ce n'est pas le ventre. Les détenus, c'est un tout, c'est un être humain qui doit jouir de tous les droits. Et que donc, à cette époque, on ne pouvait pas penser qu'un détenu, par exemple, peut étudier même l'université en étant en détention. Ce sont des garanties qu'on doit préciser aujourd'hui dans la nouvelle loi. Aujourd'hui, on doit savoir que, voilà, un détenu peut se marier. Ce sont des garanties. Il peut voter. Il peut voter. Le détenu peut et doit. Parce que c'est un droit fondamental, il doit voter. Ce sont des éléments que souvent on ignore et qu'il faut bien préciser. Heureusement qu'ils vont voter aux prochaines élections. Oui, la CENI a prévu, la CENI a recensé dans les prisons. Oui, dans quelques prisons.
Parce que comme je vous dis, en RDC, nous avons environ 115 établissements pénitentiaires. Je voudrais savoir si on a même enrôlé dans 50. Je doute. Donc, il faut qu'on puisse aller au-delà. Mais on commence quelque part. Oui, si de 65... Un droit qui était bafoué, c'est comme ce que la CENI fait pour l'étranger. L'étranger qui ne votait pas, au moins, aux prochaines élections, nous aurons des Congolais de l'étranger qui vont voter. C'est parmi les actifs, je crois, de ce gouvernement actuel. Je crois qu'il y a eu d'amélioration sur ce point-là. Mais aussi, ici, chaque fois, comme je vous dis, je félicite Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. J'ai cité Madame Rose Mutombo, qui sait vraiment de mener pour beaucoup de choses. Comme je vous dis, elle sait de mener d'abord pour hausser le niveau de la dotation alimentaire d'abord des détenus. Aujourd'hui, je sais que les nombres qui étaient peut-être à la moitié des prisons qui étaient dotés d'une manière trop petite sur le plan alimentaire. Aujourd'hui, je crois que c'est maintenant tous les établissements pénitentiaires qui ont la subvention alimentaire chaque trimestre. Ça, c'est déjà un point positif. Il faut maintenant que l'on puisse aller à un niveau de savoir si cette alimentation qu'on a prévue atteigne justement les détenus. Mais comme vous le disiez aussi, le droit de vote, je sais qu'elle s'est démenée là, fait de coups de fil pour que l'on puisse au moins voir que ce droit électoral puisse arriver à assez de détenus. Je sais que dans certaines prisons, de grandes prisons qui sont connues, Makala, Ndolo, Goma, Bukavu, etc., dans ces prisons, je crois qu'il y a eu un enrôlement. Et je suis sûr qu'au moment des élections, ces personnes-là vont voter. Donc ça, je pense que c'est un point positif qu'il faut applaudir la Mineta. Et comme nous disions, ce texte qui aujourd'hui doit être revu, c'est pour justement augmenter les chances pour que l'on puisse garantir les droits des détenus. Il ne faut pas oublier que chaque personne doit noter que sa deuxième résidence, c'est la prison. On peut s'y retrouver à tort ou à raison. Il faut donc penser à la prison comme notre deuxième résidence et chercher vraiment à garantir des droits là-bas, parce que lorsque nous y serons, nous allons trouver... Donc on comprend que ce que nous disons, les personnes en liberté doivent aussi s'y intéresser, parce qu'un matin, on peut se retrouver en prison. Exactement, c'est pourquoi dans certains pays, lorsque une autorité se retrouvait en prison, en retournant en liberté, il faisait tout pour améliorer les conditions parce qu'il a vu ce qui se passe et qu'on peut s'y trouver demain. Donc moi, c'est une interpellation pour nous tous de dire nous devons soutenir ces domaines parce que c'est là où on peut se trouver à tout moment et qu'il faut améliorer cet endroit. Il ne faut pas que demain on puisse y arriver, on commence à réclamer climatiseur. Il faut déjà mettre ces climatiseurs avant qu'on y soit. Donc c'était ça juste pour démontrer une certaine évolution qui demande que ce texte soit revu. Ah voilà. Alors quel type de réforme voudrez-vous, vous en tant qu'expert? Vous avez fait des tours de pays africains, des pays européens, un peu partout, pour voir comment les autres prisons se gèrent. Et parce qu'il y a cette ordonnance, s'il faut apporter des réformes, quel type de réformes pouvez-vous avancer pour améliorer la gestion pénitentiaire? Exactement, merci. Vous savez, comme disait un auteur, il faut que l'on marche dans les pas de la loi. Et que la première chose, c'est la réforme légale. C'est-à-dire avoir un texte qui se conforme aux règles les plus modernes. Et aujourd'hui, la référence est la Constitution qui, de l'article 11 à 67, a prévu les droits humains et qu'à partir de là, on peut déjà tirer des principes. Et aujourd'hui, pour l'administration pénitentiaire, la Constitution prévoit que l'on puisse avoir des principes qui régissent, des principes fondamentaux qui vont régir les régimes pénitentiaires. Et là, ce sont des principes qui sont tirés des droits de l'homme, de l'humanisation de la personne humaine. Donc, il faut vraiment que cette loi soit promulguée urgemment pour que l'on puisse changer
le cadre légal de l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, en dehors de l'ordonnance 344, nous avons la loi de 2002 portant code judiciaire militaire qui a créé aussi une autre administration pénitentiaire, ce qui crée une dualité de l'administration pénitentiaire. Donc la nouvelle loi devait venir justement pour mettre fin à cette dualité qui est à la base des conflits, même des compétences au sein des établissements pénitentiaires. Donc la première réforme, c'est la réforme légale. C'est la réforme légale qui va d'abord, unifier l'administration pénitentiaire, casser cette dualité d'une administration pénitentiaire ordinaire et l'administration pénitentiaire militaire qui cohabitent avec tous les conflits. La deuxième chose, cette loi qui doit mettre des bases, des principes fondamentaux pour le régime pénitentiaire, devra déterminer au moins la première chose, quels sont les programmes que l'on doit prendre notamment au niveau de la réinsertion des détenus. C'est pour éviter la récidive, pour éviter d'autres comportements des détenus qui quittent et qui deviennent plus violents, il faut des mesures de réinsertion sociale. Mais troisièmement, il faut que cette loi, justement, qui est déjà adoptée, les innovations parmi lesquelles nous avons justement d'autres mesures d'aménagement de peine. Les mesures d'aménagement de peine, comme nous disons, les libertés conditionnelles. Les libertés conditionnelles, ce sont des libérations, plutôt des libérations conditionnelles. Ce sont des libérations que je peux appeler précoces. Ce sont des libérations que l'on donne à un détenu qui s'est amendé et qui aura expiré au moins un quart de sa peine. Et là, on peut libérer la personne. Là, ça va réduire notamment la surpopulation carcérale. Et il y a aussi au niveau toujours des aménagements de peine. Revenons un peu en arrière parce que vous avez parlé de l'unicité de l'administration pénitentiaire. Vous voulez nous dire qu'il y a deux administrations aujourd'hui dans les différentes prisons de la RDC? Exactement, il y a deux administrations qui se croisent. Vous allez interroger le terrain, que vous allez trouver dans une prison un directeur qui est civil et son adjoint militaire. Vous allez trouver dans une prison, vous trouvez un directeur militaire, son adjoint est civil. C'est-à-dire militaire, il dépend du ministère de la Défense, et les civils, c'est le ministère de la Justice. Mais lorsqu'il y a le fonctionnement, il y a toujours des conflits de compétences parce que l'autre, c'est un corps qui est bien constitué et qui doit répondre à une certaine mesure à d'autres autorités. Donc ça crée des conflits de compétences. Il y a aussi des prisons où vous trouvez des directeurs civils, mais il y a un quartier militaire à l'intérieur de la prison qui est géré par un militaire et qui se comporte aussi comme directeur alors qu'il est affecté pour gérer juste un quartier. Donc c'est autant de conflits qui se posent. Oui. Est-ce que vous qui êtes dans le domaine, parce que nous, les communs des mortels, on n'a pas encore assisté à des conflits de travail entre les directeurs, son adjoint, le directeur qui est soit militaire, son adjoint civil, et puis ou vice-versa. Mais vous pensez que ça ne colle pas, ça ne donne pas une bonne administration lorsqu'il y a des militaires ou des policiers qui sont intégrés dans l'administration pénitentiaire? Oui, c'est tout un mélange. L'administration, c'est aussi la chaîne de commandement. C'est aussi la réponse des respects hiérarchiques, etc. Et je vais vous dire, si vous allez sur terrain, vous allez trouver là où, il y a d'ailleurs une semaine de cela, où il y a un responsable du quartier militaire qui a giflé même les directeurs adjoints d'une prison, devant les staffs, devant les détenus. Il y a d'autres endroits où vous avez trouvé un responsable du quartier militaire en train de se promener sur la route avec un condamné de 10 ans ou condamné même à la peine capitale. Donc tout ça, ce sont des choses qui frustrent la gestion d'une administration saine, qui gêne la bonne gestion des établissements pénitentiaires. Il est beaucoup peut-être intéressant, comme vous êtes journaliste, d'essayer de mener une enquête. Et vous avez des journalistes d'investigation qui peuvent mener une étude là-dessus. Ils vont trouver beaucoup de cas et qui ne permettent pas qu'il y ait un bon fonctionnement de ces établissements.
Donc, il faut vraiment l'unicité pour que l'on arrive à bien contrôler. Mais d'autre part, dès lors qu'il y a militaires et civils, vous savez la frustration entre civils et militaires. Donc, au niveau même de la psychologie des commandements, il se pose des problèmes qui doivent être résolus dans cette unicité de l'administration pénitentiaire. Donc, c'est ça, c'est l'une des innovations. Et comme je disais, il y a des principes d'aménagement de peine. Il y a la prise en compte de la question genre, la gestion des femmes, mais surtout la gestion de ces enfants qui accompagnent leur maman en détention. Ce sont des questions qu'il faut gérer et que la loi doit préciser actuellement. Actuellement, on ne sait pas, avec l'ordonnance 344, on ne sait pas à quel âge l'enfant doit quitter sa mère. Un enfant qui était venu avec sa mère en train de téter peut-être à quelques mois de sa naissance, mais si sa mère est condamnée à 20 ans, doit-elle rester avec son enfant jusqu'à 20 ans ou à 10 ans? Il faut que la loi le précise. C'est autant d'innovations qui doivent être amenées par la nouvelle loi qui aujourd'hui est adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, la deuxième réforme, vous parlez tout à l'heure de la réforme institutionnelle. Oui, bien sûr. En dehors de cette réforme légale qui est juste la réforme du texte, la structure actuelle doit être démantelée. La structure actuelle de l'administration pénitentiaire. Et pour que l'on puisse bien rationaliser son travail, il faut que cette administration se conforme aux exigences modernes d'une administration pénitentiaire. Actuellement, chaque administration pénitentiaire est maintenant paramilitaire. C'est un corps constitué. Des personnes qui sont formées à des exercices paramilitaires. À des exercices, ils doivent se comporter avec une force non seulement physique, mais psychologique aussi. Parce que vous gardez des personnes qui ont été accusées de meurtre, qui ont été accusées de banditisme urbain ou d'assassinat, de coups et blessures, de voleurs à main armée. Vous ne devez pas aussi être étrange à cette pratique. Donc, il faut que l'on puisse réformer sur le plan structurel, que nous puissions donc créer, au-delà de cette direction des services pénitentiaires sous le secrétariat général et le ministère de la Justice, il faut que l'on puisse avoir une direction générale qui soit un service public jouissant d'une autonomie administrative et financière capable de gérer un corps. C'est un corps qui est géré par des spécialistes, pas de simples administratifs qui gèrent un corps aussi important comme celui-là. Je voudrais aussi signaler que l'administration pénitentiaire... Vous voulez dire que cette direction générale de l'administration pénitentiaire peut avoir la nature de la police, par exemple, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Exactement, le commissariat de la police, qui est un corps constitué, mais qui est sous le ministère de l'Intérieur, mais la jouissance administrative et financière, parce que c'est un corps pur de spécialistes. Et qu'au niveau donc, du ministère de la Justice, nous ayons ce corps géré par des spécialistes du domaine, pas des États. Il y a des gens qui sont là, qui ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est la sécurité pénitentiaire. Il y a les gens qui ne connaissent même pas qu'est-ce qu'un registre pénitentiaire. Donc, comment on peut gérer un service comme ça sans avoir de spécialistes? Donc, c'est un domaine qui doit être géré par des spécialistes. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de la réforme institutionnelle, une restructuration de fond en comble de cette administration pénitentiaire. Vous voulez séparer ou décentraliser l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice ou du secrétariat général. Donc, la forme actuelle, telle qu'elle se présente, le secrétaire général du ministère de la Justice qui gère les directeurs en charge de chancellerie, budget... Non, les directeurs en charge des pénitenciers. Et puis, en province, il y a les chefs de division de la justice qui doivent répondre pendant qu'il y a des directeurs de prison. Vous voulez que cette administration cède la place à la nouvelle administration pénitentiaire. Exactement. Donc, c'est une direction générale qui ne dépendra plus du secrétariat général,
et qui dépend sur le plan tutélaire, évidemment, du ministère de la Justice, mais qui, dans sa gestion pratique, c'est une gestion de spécialistes. Et au niveau central, direction générale, qui a des directions centrales qui gèrent ces différents domaines de spécialité, comme la direction de statistiques, la direction de la sécurité et réinsertion, etc., la réinsertion sociale. Et il y a beaucoup de directions, mais qui a des répondants aussi au niveau provincial. Au niveau provincial, des directions régionales, qui sont des directions évidemment provinciales, qui vont coordonner les établissements pénitentiaires de son ressort. Et là, ça permet donc une bonne direction, une bonne chaîne de commandement des provinces jusqu'au niveau central. Parce que, tenez, aujourd'hui, nous avons un directeur des services pénitentiaires, c'est une directrice des services pénitentiaires au niveau du ministère, sous le secrétariat général, qui a, au niveau provincial, un chef de division provincial de la justice. Mais sur le plan administratif, s'il y a des problèmes, le chef de division de la justice ne dépend pas de la directrice des services pénitentiaires. Le chef de division dépend du secrétaire général. D'où le pouvoir du directeur des services pénitentiaires est dilué par le secrétariat général et les interférences du ministère. D'où il faut une chaîne de commandement pour que l'on puisse gérer une bonne administration. Et que donc, il y a une direction, il y a une direction provinciale d'administration pénitentiaire et il y a les établissements pénitentiaires et là, il y a la chaîne de commandement. L'ordonnance qui prévoyait les inspecteurs provinciaux, c'est cette réforme-là que vous voulez retourner? Non, nous ne voulons pas retourner parce que sa forme était toujours sous la gestion du secrétariat général et il n'y avait aucune spécialité qui était prévue. Donc, si la direction générale de l'administration pénitentiaire est mise en place, on va avoir une sécurité spécialisée. Donc les militaires, les policiers que nous voyons dans des prisons vont céder la place à la sécurité pénitentiaire. Exactement. C'est qu'avec cette administration, d'abord, tout le monde sera formé à l'armement, du moins, aura une formation paramilitaire. Qu'il soit directeur général, qu'il soit secrétaire, qu'il soit comptable, il va passer par la formation paramilitaire avant d'entrer en fonction. Il y aura donc une partie formation paramilitaire, deuxième partie la formation sur les questions de l'administration pénitentiaire. Ce qui permet qu'en terminant cela, il entre en fonction, il a déjà le b.a.-ba, il a tous les outils possibles de gérer les établissements pénitentiaires ou de gérer l'administration de haut en bas. Pas d'amateurs, pas des enfants, vous prenez l'enfant à la maison, vous l'amenez le matin, il devient surveillant le soir. Non, il doit passer par la formation. Alors, à ce moment-là, on n'aura plus besoin de policiers, mais on aura un corps qui est soudé, un corps qui connaît son métier. Aujourd'hui, vous avez des policiers. Les policiers ne connaissent pas l'administration pénitentiaire. Ils ne savent pas comment on gère les armes au niveau de l'établissement pénitentiaire. Les policiers connaissent ce qu'on appelle le maintien de l'ordre public. Alors que là, ce n'est pas un milieu public, c'est un milieu fermé. Donc, les personnels pénitentiaires vont apprendre ce qui doit être fait au niveau des établissements pénitentiaires. D'accord. Merci beaucoup, Maître Désiré Simbi. Nous avons fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été les nôtres. Et merci à vous surtout. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir.